Moi, j'ai reconnu direct. Ça, c'est toi, tu Ah ouais, jouais. ça, je jouais à ça. Ah ouais! Je vais pouvoir appeler ma grand-mère. Ah, c'est dément. J'ai la paire de skis. J'adorais ce téléphone. Génial. Avec les petits yeux. Alors attends, Isabelle, que je pourquoi ils t'ont mis ça? Ben parce que c'était un de mes jouets préférés quand j'étais enfant. Il y a des mecs qui ont fait fortune avec ça. Ben oui. Mais je préfère. Installez-vous. Magnifique. Bon, moi, je suis heureux que ça vous rappelle l'enfance, qu'on va parler un petit peu de cette période particulière où se jouent beaucoup de choses. Alors, on va peut-être regarder la photo d'Isabelle. Si, comme par magie, on pouvait revenir en arrière, Ouais. vous qui connaissez la suite de son histoire, Hmm. vous lui diriez quoi? Accroche-toi parce que ça va secouer. Elle le sait pas encore, mais ça secoue déjà. Et chanter pour moi, ça a quand même été une sortie de secours. C'était l'endroit où je me reposais de la vie. Alors, si on démarre au début du voyage, il commence où? À Sainte-Félicité. Oui, C'est où, ça? Sainte-Félicité, c'est un village qui est tout à l'est du Québec, au bord de la mer. Vraiment, c'est là que j'ai grandi. Aux côtés de ma grand-mère paternelle et de ma tante Adrienne, qui était l'une des sœurs de mon père, avec mes parents, bien sûr. Donc, mais toute la famille habitait ensemble. on habitait dans la même la tante, maison. la grand-mère. Ouais, Vous êtes l'aîné de la famille. ouais. Et donc, il y a ce restaurant familial. Mhm. C'est quoi vos premières images de cet endroit? C'était comme une espèce de théâtre, comme si j'étais aux premières loges du théâtre de la vie, baignée dans la réalité des grandes personnes, dans des grands tumultes aussi, et des moments de grâce aussi et d'accalmie. Il y avait un jukebox dans le restaurant où toute la musique de variété française est venue à mes oreilles. Donc, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Serge Lama, Gilbert Bécaud. C'est là que j'ai commencé à rêver de la France. C'était à travers la musique, musique. avec la variété. Vous dites, quand j'étais petite, je chantais pour rendre joyeux les gens, en fait, pour réconforter. Ouais. Déjà enfant. J'ai toujours chanté pour un peu réparer les autres. C'est une main tendue pour moi. Chanter, c'est ça. Les gens qui avaient devant moi, c'était des gens souvent qui venaient boire leur chagrin. Et quand je me mettais à chanter, ben il y avait une tête qui se relevait. Puis ça me faisait du bien de voir que ça avait un effet comme celui-là. C'est très beau, mais ça ne justifie pas cette tenue que tu portais. Vous avez dit un jour, à 4 ans, je rêvais de faire l'Olympia. Donc, Oui. l'Olympia, c'est connu dans un petit village. Bien, ma mère était, avant de se marier avec mon père, elle était jeune fille au père chez le médecin du village. Et la femme du médecin recevait toutes les semaines le Paris Match. Et elle les donnait à ma mère. Elle avait continué de les donner à ma mère quand... C'est fascinant de voir d'où ça vient, un rêve. hein. Oui! Puis là, je voyais Dalida, Olympia, Gilbert Bécaud, Olympia. Et j'avais dit, comme ça, à ma mère, j'ai dit, c'est quoi Olympia? Elle a dit, c'est une salle de spectacle à Paris et tout. Et j'ai dit, ben moi aussi, je vais chanter à l'Olympia de Paris un jour. Mais genre, j'avais 4 ans. C'est dingue parce que ça s'est évidemment produit. Et vous ne Eh saviez oui. pas à ce moment-là. C'est dingue. Non. À l'âge de 7 ans, vos parents vendent le restaurant. Moi, j'ai 6 ans, ouais. 6 ans. Et puisque les parents vendent le restaurant, vous chantez Ouais. dans les autres restaurants. Oui, et des bars. Et vous chantez à 8 ans dans une émission de télévision qui s'appelle Au pays de Chanterelle. Oui, exactement. Et il y a des images donc. Oui. Regardez Mais Isabelle c'est vieux, mon Dieu, Oh. ça doit grincer. Isabelle a 8 ans. Oh non. Quand tu vas le concert de la joie, tous ceux qui crient laissent entendre sa voix. J'avais les dents de Vanessa Paradis, mais Ouais. ça s'est arrêté Oui, là. mais de l'autre J'aurais aimé avoir le Tu l'as pas reste, là? mais non. Le trou, tu l'as pas au milieu. Oh non, Tu l'as de l'autre j'ai côté. raté. Une aisance incroyable à 8 ans. Mais hein. c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est fou, t'es toute, Ah oui, déjà. t'es toute décontracte. Là, on vous voit, 8 ans, insouciante. Et c'est cette même année, en fait, que Ouais. votre papa a un accident de voiture. Mon père, le 24 décembre 1980,
s'en va chez un voisin pour aller leur porter à manger. Et on voit arriver notre chien avec une vitre plantée dans le front. Et là, on se demande d'où il vient. Et une demi-heure après, le téléphone sonne. Et là, c'est comme si le rideau s'était fermé sur la vie. Et elle me dit, votre père vient d'avoir un accident. Il a été transporté d'urgence à Québec. Donc, il est resté 9 mois aux soins intensifs. Et quand il est revenu, bien évidemment, il était très diminué. Il avait perdu de sa superbe. Quand on perd sa lumière, ben c'est ça, ça jette une ombre, puis la lumière est jamais revenue. Bon, c'est drôle, mais c'est drôle à dire, mais c'est ça. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé à la petite fille que vous étiez, vous disiez « attention, ça va secouer ». Ouais. Donc, il y a évidemment ça. Ouais, Et puis, à 11 ans, vos parents se séparent ouais. et votre père va partir dans la forêt. Je vais avoir 12 ans dans l'été. Et je pars cet été-là chez une de mes tantes et je ne reverrai plus ma maison d'enfance. Donc, quand je reviens dans ma famille, mon père nous a installés et lui, bon, il est allé vivre dans la forêt. Et puis, il n'y avait ni électricité, ni chauffage. Mais il est resté, je dirais, quand même le patriarche et le protecteur quand même. On savait qu'on pouvait compter sur lui, mais pas au quotidien. Et c'était peut-être mieux comme ça. Parce que sa présence était lourde, parce qu'il était un peu dépressif, il était un peu en colère de ce qui lui était arrivé. Et Dès l'âge de 11 ans, justement, vous avez la force et vous Ouais. devenez très protectrice, presque responsable de la de famille. tout le monde. De tout le monde. C'est comme si j'avais pris le rôle de mon père. C'est drôle, hein? Vous avez repris le flambeau. Ouais. J'ai travaillé pour ne pas être un poids pour ma mère. Mais après, quand j'ai eu 11 ans, j'ai été obligée d'arrêter de chanter parce que il y a quelqu'un qui a pris le téléphone et qui a dit, ben, chez nous, on appelait ça un rapport à la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse. C'est un peu la DAS. Et quelqu'un téléphone en disant, il y a une enfant qui chante dans des bars. C'est quand même pas normal. Alors, je rentre de l'école et là, ma mère m'annonce que je ne pourrais plus chanter. Donc, le week-end, je pouvais plus m'échapper Cet environnement Oui, difficile. de l'environnement familial qui était un peu tendu. Vous vous rappelez de ce que vous dites ou de ce que vous ressentez quand vous entendez ce coup de fil? Mon Dieu, je suis partie, j'ai pris mon chien, je suis allée marcher au bord de la mer, puis j'ai pleuré. Ouais, Le fait qu'on vous empêche de chanter. ouais. Et donc, j'ai continué à chanter, mais pour éviter que... Moi, je me disais, imaginez si on m'enlève à ma famille, il n'y aura personne pour s'occuper de mes frères et sœurs, si ma mère est obligée de travailler, c'était inimaginable. Donc, je me disais, ben, il faut que je fasse le sacrifice de ça. À 16 Je pense ans, qu'à 16 ans, je quitte la vous partez maison dans la ville de familiale. Québec. Et là, et vous ressentez le besoin. Oui, il fallait que je parte, à tout prix. Que je m'arrache à ce monde-là parce que ça devenait trop lourd, C'était trop parce que j'avais pesant trop de pour une jeune fille, responsabilités ouais. pour une jeune fille. Je suis allée vivre chez une de mes tantes que j'aime beaucoup, ma tante Sylvie. Et le premier mois où j'étais chez elle, j'avais une boule dans la gorge tout le temps parce que je me sentais coupable de laisser les gens derrière moi. Ouais. Et pendant cette période-là, il y a des amis qui vous inscrivent à un concours. C'est le Festival de la crevette. Le Festival de la crevette à Ça ne Matane. s'invente pas. Ça ne s'invente pas et pas. c'était le titre du concours. Il existe des images du Festival de Non. la crevette. 16 Oh ans. non. Vous avez... Ça, c'est atroce. Attends de voir. J'espère que t'es déguisé en crevette. Ah, je suis dégoûtée. On regarde Isabelle Boulay, 16 ans. Non! 16 ans. Ben voyons! Je peux pas croire que vous ayez ça. Ça se peut pas. Oh, ouais, t'as entendu ça. Après, c'est le festival de la crevette. Hein. Il peut y avoir deux, trois On fausses notes. pardonne, on pardonne. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette gamine de 16 ans? Hey, on dirait que je suis plus vieille qu'aujourd'hui. Bah oui, on comprend.
Forcément, vous avez mûri rapidement avec tout ce que vous avez traversé. Ouais. Mon Dieu. Mais j'étais déjà... c'était déjà... Ah, tu fais très mûr pour 16 ans, hein. Ouais, ouais. Tu sens que tu as vécu déjà Mais 3 voyons vies. donc. Mais regardez quand Ouais, même. c'est marrant, le dernier regard, il était un peu. Oui, oui, un peu on le tristoun, voit. quoi. On voit. C'était ça, là. Ça m'atteignait, hein, pour que ça se voit même quand on chante. T'as gagné la crevette? Oui, T'as eu j'ai un- pas, mais je est-ce suis que t'as eu un allergique petit aux tro- crevettes. Est-ce que Non, t'as un j'ai eu petit trophée avec une crevette qui tient un micro comme ça? Non, mais mon costume. Et on verra tout à l'heure, évidemment, un peu plus tard, comment on passe du Festival de la crevette au Palais des Congrès à Paris. Oui. D'accord, pendant ça, avec Starmania. Ça ne justifie toujours pas la salopette qu'on a vue tout à l'heure. Quoi qu'il arrive. Gauthier Capuçon, on va voir la photo de l'enfant que vous Oh étiez. là là. Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire? Je lui dirais, suis ton chemin. Profite de chaque moment parce que c'est un véritable privilège de pouvoir s'exprimer en musique, quel que soit son instrument. Pour moi, la musique, c'est vraiment ma langue maternelle. On voit, j'ai la main posée. Là, j'ai pas Oui. encore les doigts sur les cordes, donc j'ai sans doute même pas appris à mettre les doigts sur les cordes. Mais on Et sent que... je fais juste vibrer. C'est ça aussi qui est extraordinaire avec le violoncelle, c'est qu'il est posé là, il est entre les jambes. Tout de suite, j'ai senti que ce violoncelle, il faisait déjà partie de moi. C'était très fort. C'est presque un doudou. Mais cette position hyper Embrassée. sensuelle, Ouais. c'est un lien presque charnel avec Ouais, un instrument. ouais. En fait, c'est ces deux corps qui ne font plus qu'un. Il y a le côté ancré dans le sol, qui pour moi est aussi très important. Ce lien avec la terre. Ouais. Puis en même temps, ce violoncelle, je vois toujours qui part vers le ciel. Donc ce rêve que j'avais, c'était simplement de passer ma vie avec mon violoncelle. Alors, que font vos parents dans la vie? Vous habitez où à ce moment-là? Mes parents sont tous les deux originaires de Bourg-Saint-Maurice. Ils sont nés à Bourg-Saint-Maurice, donc en Savoie. Mon père est fonctionnaire dans les douanes, comme son papa. Ma maman est au foyer. Et aucune musique jusque finalement assez tardivement, je pense la vingtaine. Il découvre la musique dans les montagnes. Il y a un festival qui existe toujours, le Festival de musique des Arcs. Donc c'est Ben la station oui. de ski, c'est là où j'ai... merci d'avoir Après, à skier. amené des skis. C'est là où j'ai appris à skier. Où on a Et ce tous- qui est important dans l'histoire, où on a c'est tous appris très à important. skier. Et c'est un festival gratuit. Et c'était grâce à cette gratuité que mes parents, qui n'avaient pas les moyens, commencent à découvrir, à apprécier la musique, et puis à amener leurs enfants découvrir cette musique. Donc moi, quand je nais, ma sœur joue déjà du piano, mon frère joue déjà du violon, donc il y a de la musique tout le temps à la maison. Un gamin qui se met à la musique parce que les frères et sœurs en font aurait pu être dégoûté parce que les professeurs sont un peu des tyrans, etc. Vous, c'est le contraire. Toute mon enfance, en tout cas entre 4 ans et demi et mes 8 ans, a été rattachée à ce premier professeur de violoncelle, Augustin Lefebvre. À cette époque, je faisais 1 heure de violoncelle par jour. Alors, je rentrais de l'école entre midi et 2, je Et prenais t'avais mon envie. violoncelle et je jouais. C'est J'avais rare. envie. Ben C'était ludique, ça Ah n'était ouais. que du plaisir. Et cette heure de cours hebdomadaire, c'était mon rayon de soleil. Évidemment, après, pendant l'adolescence, quand je suis parti pour Paris, donc là, j'ai rencontré 3e professeur, Annie Cochet-Zakine, qui a été extrêmement importante. C'est quand vous étiez à Chambéry que vous alliez la voir, c'est ça? C'est pour elle? Oui, Qui je m'étonne. me retrouve à 12 ans à faire l'aller-retour dans la journée. Mon père me mettait au train le matin, je prenais le TGV pour Paris. Et là aussi, j'ai envie de dire, vous ne posez pas de questions. C'est normal de faire 6 heures de train dans la journée pour aller prendre un cours. C'est Chose au très monde. paradoxal parce que Ben en oui, même parce temps, que- à 12 ans, Oui, mais- ils m'ont mis dans un train et moi j'ai habité seul à partir de 15 ans. Ouais, mais c'est Et là, génial. vous êtes papa, vous posez la question si vous Et- pourriez faire. Non. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant j'ai 42 ans et quand je pars pour un long voyage, ils disent oh, tu m'appelles bien quand tu arrives. Alors qu'à l'époque, à 12 ans, on n'avait pas de portable, on n'avait rien. C'est drôle. Ah, wow. Et, Mon Dieu. et là, on continue, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Vous faites 6 heures de violoncelle par jour. Ça vous est arrivé de vous dire, ah, j'aimerais bien aller à cette surprise partie, cette boum, mais je peux pas. Dans les booms, j'avais pas le droit. On était dans un environnement très propice au travail, quand même, c'est vrai. Et peut-être la chose aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai tant de mal et tant de culpabilité à prendre du temps pour moi? Je pense que c'est parce que, je l'ai dit d'ailleurs l'autre jour à mes parents, je pense que c'est parce que
Quand j'étais petit, ou quand j'étais jeune et que je travaillais 6 heures ou 8 heures mon violoncelle, mes parents me disaient pas « Waouh, t'as super bien travaillé aujourd'hui ». Ma mère me disait « T'as fait 8 heures, t'aurais pu faire 8h15. T'as Non. fait 6 heures, t'aurais pu travailler 1 heure de plus. » En fait, c'était Ouais. toujours plus de travail, inciter à plus travailler, À la fin, on voit le résultat. ce qui est une force, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que ça vient aussi de ça. Aujourd'hui, même quand je suis en tournée et que j'ai un jour off, j'ai un Presque mal, paniqué. j'ai un mal fou à me dire je vais prendre soin de moi. Non, je travaille. Et finalement, votre première grande scène, c'est à Chambéry. Vous avez 14 ans. Là, il y a quoi? Il y a 1000, 2000 personnes dans la salle? J'étais sur scène avec mon frère, Renaud. C'est grâce à lui que j'ai fait mes premiers concerts, puisque donc, il a 5 ans de plus que moi. Lui m'invitait dans ses propres concerts à jouer avec lui en musique de chambre. Donc ça, c'était extraordinaire d'avoir un frère que l'on admire et qui vous prend sous son aile Il n'y avait pas de rivalité. et vous emporte. Moi, j'ai jamais ressenti ça, tout simplement parce que on fait pas le même instrument. Et puis qu'on a 2 caractères très différents, et parce que je pense qu'au contraire, c'est une immense force. Je pense que c'est une force d'avoir un frère qui fait de la musique, que l'on admire. Bon, on verra, effectivement. Vous avez parcouru les plus grandes scènes du monde, les scènes les plus prestigieuses, et puis à 20 ans, votre première victoire de la musique. Et quelque chose me dit que c'est la même année qu'Isabelle. Mais on en parlera plus tard, suspense. Ouais, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé les phares de. Alors justement, c'est bien que vous ayez les phares parce qu'on va éclairer votre parcours. On va éclairer votre vie. Je vous propose de regarder la photo de vous, enfant, et d'imaginer que vous pouvez revenir en arrière dans le passé et souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire. Et je lui dirais, et je me le dirais aussi maintenant, c'est d'avoir confiance en l'avenir. Alors, pour qu'on comprenne effectivement peut-être l'inquiétude de cet enfant, est-ce qu'on peut savoir où vous grandissez et vos parents font quoi dans la vie? Je grandis dans un quartier populaire de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, dans un quartier qui s'appelle Manchester. On vit dans l'appartement juste au-dessus du magasin de mes parents. Magasin de quoi? C'est le petit commerce du quartier, quoi. On y trouve un peu tout, quoi. Quelle était l'ambiance au magasin? Ben alors, au magasin, ça va. Non, mais c'était une ambiance... On rigolait pas mal. Parce que mes parents m'ont très jeune, ils m'ont à 20 ans. Donc, quand j'ai 8 ans, ma mère, elle a 28 ans. Et ils ont cette énergie et cette fougue de la jeunesse. Ce qui fait que mes parents, ça devient mes copains, quoi. On rigole beaucoup. Votre maman fait de l'humour noir, vous l'avez dit un jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une ambiance quand même de quartier. Donc, il y a effectivement des gens qui s'en sortent pas. Vous avez du chômage, vous avez de la violence, vous avez de la drogue, vous avez des gens qui ont des problèmes d'alcool. Donc, c'est un mélange entre des gens qui s'en sortent et des gens qui s'en sortent pas. Et le magasin de mes parents, c'est le théâtre de ça. Et quand vous avez un enfant de 8 ans qui voit une dame rentrer dans le commerce, s'écrouler ivre morte à 8h30 du matin en voulant rattraper une énième bouteille de rosé pour terminer la soirée, il faut bien répondre quelque chose à cet enfant qui dit « Ah maman, maman, qu'est-ce qu'a cette dame? Pourquoi ?» Et elle dit quoi, vous vous rappelez? J'ai pas d'explication à te donner pour te dire pourquoi cette dame est dans cet état. Donc je vais te dire, t'as vu la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre que boire? Voilà. Ça, c'était ma mère. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on dédramatise tout. Comment ça se passe à l'école? Ouais, c'est pas la grande forme à l'école. Je me bagarre beaucoup. Je me bagarre pas mal. Mais aussi parce que j'ai le caractère comme ça. Hein. Mon père, il me dit, bon, voilà, la vie est compliquée, il faut savoir se défendre. Et donc, en classe? À partir de CM1, CM2, je commence à avoir des grosses différences de niveau. C'est-à-dire que là, ma mère m'a retrouvé des carnets scolaires il n'y a pas très longtemps. C'est genre français 19,5, maths 0,5. Je comprends pas en fait. On me fait des carrés, des triangles, on me met des puissances, on me dit machin. Je comprends rien en fait. Je dis mais je Ça comprends sert pas. à quoi? Je comprends pas. Tu décroches avec Donc je décroche à partir de la Ouais. CM2 et après 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, on est sur une grande... grande pente de ski. Ouais. On T'es est sur sur le une piste, kilomètre lancé. on est sur une piste noire, une piste noire de la scolarité. C'est-à-dire vraiment qu'on va, Tiens, on va vas-y. descendre. Donc justement, cette pente-là qui fait rire là, quand on en parle là tout de suite, d'accord? D'abord, vous la vivez comment, cette pente?
Déjà en classe, je suis vraiment dans mon coin. Je suis pas du tout le marrant qui fait des conneries et tout ça. Pas du tout. Je suis vraiment dans mon coin. Et en même temps, je suis très en colère contre moi et contre l'école. Je suis très en colère, en fait. Parce que je me dis, je comprends pas pourquoi je comprends pas, et donc ça te met en colère. Et on dit souvent que derrière la colère, il y a la tristesse. Il y a de toute façon, dans cet âge-là, beaucoup de mélancolie, de tristesse que je ne comprends pas, beaucoup d'angoisse, beaucoup de pensées très compliquées dans ma tête en permanence. Il y a toujours ce truc un peu lourd en permanence, quoi. C'est toujours ce truc que je traîne avec moi en tout le temps, quoi. Et à 12 ans, il va se passer quelque chose qui va changer le cours de votre vie. Il y a un club de théâtre qui s'ouvre avec Madame Forestier. Ce cerveau que j'arrive pas à comprendre, qui m'empêche de réfléchir, qui me bloque, qui m'attaque, qui me donne des images, de la tristesse, de la mélancolie, plein de trucs. Tout à coup, c'est comme si je lui avais trouvé une espèce de remède. C'est-à-dire que il y a le théâtre, je retiens tout par cœur, mais en une fraction de seconde, et tout est simple. Et quand je suis sur scène, je suis juste à ma place. Et c'est hyper facile. Et puis je vois tout d'un coup de l'admiration dans les yeux des autres élèves, de la prof qui... Je vois bien la prof, je vois bien les expressions du visage de la prof qui m'écoute, qui fait... Elle se dit, putain, ce petit garçon de mon temps, là, il est doué. Et puis ça donne un petit statut, quoi, dans l'école. Je suis le gars qui est bon au théâtre. Donc ça, c'est chouette. Et vous avez une j'étais le admiration. gars qui était bon dans rien. Non, mais c'est important, c'est presque les premiers compliments de votre vie. Ouais, bien sûr. À quel moment votre maman vous inscrit dans un cours de théâtre en dehors de l'école? Je ne sais pas si c'est fin de troisième ou début, parce que comme j'ai redoublé et tout, je suis un peu perdu dans les années. Ma mère me dit quand même, c'est un peu dommage, quoi, que tu n'essayes pas de prendre des cours. Et puis elle voit qu'il y a des cours de théâtre dans le théâtre de ma ville, le théâtre de Charleville-Mézières, et elle me dit on va t'inscrire là-bas. Et puis c'est pareil, il se passe le même truc, c'est qu'au bout de quelques semaines, le directeur du théâtre de Charleville-Mézières, Bruno Nion, il me convoque dans son bureau et tout ça. Et puis il me dit, est-ce que tu voudrais prendre des cours particuliers et tout? Je dis, bah ouais, je vais voir avec mes parents et tout. Il me dit, mais c'est gratuit. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, c'est gratuit. Il me dit, je te les offre. Ok, je vais à ma mère, elle me dit, ah bon, incroyable, bah vas-y, c'est super, t'as envie? Je dis, bah ouais, j'ai envie. Et là, Bruno va me faire travailler des trucs incroyables, quoi. Parce qu'il faut quand même... À ce moment-là, quand j'ai 14-15 ans, je suis dur quand même, hein. Je suis un peu... T'es un bagarreur. un bagarreur, les Ouais, émotions, machin, Ouais. c'est pas trop mon truc. Bon, je suis un Les peu- émotions, c'est pas mon truc. Les émotions, c'est Non, pas mon truc. Mais en fait, Non, merci. non, Les mais émotions, j'en c'est- prendrai pas. C'est un garçon en colère, mais tu sais, la colère, moi, j'ai toujours... Quand ça s'en va dans la bonne direction, c'est juste un chagrin qui se tient debout. Mais l'espace sain de la colère, c'est chanter, c'est faire du théâtre, c'est jouer d'un instrument. Il y a quelque chose de digne dans le fait d'être positivement en colère. Donc vous avez un chagrin qui se tient debout. Et là, Bruno, Et Bruno va me faire travailler des trucs, genre quoi? je sais pas, des rôles de mecs extrêmement sensibles, Ouais. Fais travailler tes émotions. Il le côté fait exprès, émotionnel. il me fait jouer des trucs, Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que il me débloque, parce qu'il Est-ce me- que il- tu as fendu à un moment donné? Bien Est-ce sûr, que ça bien a sûr. fendu l'armure? Évidemment, il me fait jouer tout ce qui est à l'inverse de ce que je suis. Je comprendrai plus tard que ce qu'il fait là, c'est pas seulement me faire travailler du théâtre, il m'éduque émotionnellement. Il se dit, si ce garçon veut y arriver, il va falloir ouvrir un peu, quoi. C'est émouvant ce qu'il a fait. Mais c'est super. Ce qu'il fait Bruno à ce moment-là, pour moi, c'est magnifique. Et il va faire un truc encore plus incroyable que ça. Au bout de quelques mois donc, de cours particuliers, moi, je lui dis que je suis très intéressé par le one-man show. Parce que je vois ma mère qui regarde des cassettes de Pierre Palmade, des cassettes de Muriel Robin. Et je trouve ça incroyable, en fait. Je trouve presque que c'est de la magie, tu vois. D'avoir, tu vois, Pierre Palmade, si on prend je sais pas, un sketch du Scrabble, par exemple. Ah, mon Tu Dieu. vois, il est là avec, en train de parler à... Des personnages qui n'existaient pas. Et tu les vois, quoi. Ouais. Et il n'y a personne. Et je me dis, putain, je trouve ça fou. Et donc je dis, je veux essayer de faire ça et tout ça. Et donc, je commence à écrire. Et Bruno commence à lire mes premiers textes. Et il me dit, mais c'est vraiment, c'est bien, quoi. C'est bien construit. Je m'inspire beaucoup. Hein. C'est très copié sur Palmade et Robin et tout ça. Mais enfin, ça tient la route, quoi. Et puis, il me dit, OK, on va te programmer officiellement au théâtre de Charleville-Mézières. Ce qui est un gros truc, parce que Wow. 600 places. C'est machin. énorme. Et donc, il fait ça. Là, vous avez 16 ans. Là, j'ai 16 ans. Hey, c'est Et on pas a le un extrait. festival de la crevette. Et on a un extrait. Et vous avez un extrait de ça. C'est là, hein? Ok. Bon, bah, en tout cas, ma chérie, je suis vraiment content de rencontrer tes parents.
Bon, j'ai un petit peu les... Mais je suis content. Tout ce que j'espère, c'est que ta mère, elle nous a pas fait des tripes. Ah bah je sais pas, t'arrêtes pas de me dire que ta mère, elle adore les tripes, alors moi, c'est pas du tout mon... Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir, monsieur Beaumont, bonsoir, vous allez bien? Oui, mais moi aussi, ça va, ça va? Je peux vous appeler Alain? Non? Comme vous? Salut! Ah, mais je dois être Marc! Le petit frère de Claire, c'est ça. Donc personne m'a dit que t'étais en troisième. Il doit avoir 14-15 ans. 21. Chacun son rythme, hein? Qu'est-ce que vous nous avez fait de bon à manger? Des tripes? Ah ben, je disais justement à Claire avant d'arriver, je mange jamais des tripes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce gamin? En vrai, je suis plutôt fier de lui parce que quand même, quoi, alors c'est pas très original, c'est pas hilarant, mais enfin. Mais il y a les fameux personnages. En réalité, dans cette famille, il y a le père qui est alcoolique, il y a le frère qui est homosexuel, il y a ma copine qui est un peu entre tout ça, qui sait pas trop comment faire, et il y a la mère qui va me draguer. Et je suis déjà en train d'essayer, à ma manière, de lutter contre l'homophobie, contre machin. Parce que dans ce quartier dans lequel j'ai grandi, ça commence à me mettre en colère de voir des gens pas bien. De voir des gens écrasés par ce système, écrasés par cette société. Je ne suis pas le genre à trouver des excuses aux gens, parce que moi, je suis parti de rien et je me suis fait tout seul. Donc, je suis plutôt dur, quoi. Je suis plutôt à dire aux gens, allez, on arrête de chialer, maintenant, on se lève et on avance. Je suis plutôt comme ça. Mais il faut quand même admettre qu'il y a des gens, c'est très dur pour eux de s'en sortir. Et ça me met très en colère déjà à l'époque. Donc là, c'est un peu compliqué. Et ma mère me dit, comme le théâtre, ça se passe vraiment bien, écoute, va faire l'audition des cours Florent. Et puis alors, si t'es pris, tu peux arrêter l'école. Et on s'arrête là. Wow. Parce qu'on va savoir plus tard si vous avez été pris ou pas. La suite au prochain épisode.